Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravie de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce mercredi 12 novembre, Marée Valleux s'en est allée. Une disparition qui bouleverse le monde culturel océanien. Dans ce journal, ceux qui l'ont côtoyée racontent la femme engagée et passionnée qu'elle était. La CCISM innove avec un nouveau rendez-vous, les journées de l'entrepreneur. 3 jours d'échanges et de solutions à FAA. Nous avons rencontré l'une des intervenantes, une femme à la tête de 10 entreprises. 22% d'adultes atteints de diabète, plus de 50 000 malades. Le Fénois est parmi les 10 pays les plus touchés au monde par le diabète, surpoids, obésité. Les complications peuvent être graves. À 2 jours de la Journée internationale du diabète, nous recevons Reymano Nogues, éducatrice spécialisée, pour décrypter ce fléau. Ouverture demain du salon des Tuamotu Gambier à Torata. 11 îles, 56 artisans, savoir-faire traditionnel, histoire familiale et nouveautés plongées dans l'artisanat des atolls à la fin de cette édition. La culture polynésienne pleure l'une des siennes. Marée Valleux, figure emblématique du FIFO, est décédée en Nouvelle-Zélande des suites de complications médicales. Depuis, une vague d'hommages salue celle qui incarnait la culture du Fénois. Passionnée de littérature, défenseuse des langues et du cinéma océanien, elle laisse un héritage immense et un vide difficile à combler. Patrick Régis et Jérôme Lee. Passeuse de savoir, femme de passion, figure discrète du monde de la culture polynésienne ou encore voix de l'Océanie, les qualificatifs ne manquent pas quand il s'agit de parler de Marée Valleux. Secrétaire générale du FIFO pendant 7 ans, elle en a dirigé 7. Et l'annonce de son décès à quelques mois à peine de la 23e édition laisse beaucoup de ses collaborateurs sans voix. Dans les locaux du FIFO, l'atmosphère était plutôt mélancolique ce matin. Quand tu es chez toi, tu vois tout ça, tu apprends tout ça, tu te dis non, c'est son anniversaire là bientôt et il y a le FIFO bientôt et tu vas pas l'avoir, c'est pas normal. C'est difficile. On ne va plus la voir passer, on va plus la voir. Il y a des gens comme ça, on les voit passer. Et après, quand tu vois plus, c'est difficile. Assistante de direction à ses débuts au FIFO jusqu'à en devenir la déléguée générale, Marée Valleux a tout au long de sa vie beaucoup œuvré pour la défense de la culture polynésienne, mais plus largement pour la défense de la culture océanienne. Nous avons largement collaboré ensemble sur le FIFO lorsqu'elle était déléguée générale du FIFO, mais aussi après. Nous avons aussi œuvré dans le cadre du Pinéné, puisqu'elle est la présidente de l'association Littéra Maori. Et récemment, c'est vrai que dans le cadre de Matarinia sur Papeete. Elle avait tissé un réseau de Hawaï à l'île de Pâques, à la Nouvelle-Zélande, vraiment à travers ce FIFO, et voilà, avec des connaissances et dans tous les domaines, de la danse, vraiment. Tristesse, mélancolie, tous ceux que nous avons rencontrés ce matin avaient les larmes aux yeux en nous parlant de Mareva. Et tous, d'une seule voix, nous ont dit ô combien il sera difficile de la remplacer. Incendie impressionnant ce midi sur les hauteurs de Pamatei. Une maison d'habitation a été entièrement détruite par les flammes. Le couple et son fils sont sains et saufs, mais ils ont tout perdu. Leurs 2 animaux de compagnie n'ont pas survécu. Face à la violence du sinistre, les pompiers de FAA ont dû être renforcés par ceux de Papeete. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. Réaction de l'occupante de la maison interrogée par Patrick Régis et Hubert Liao. J'étais sur la route, j'étais chercher mon fils à l'école et quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il y avait de la fumée de notre côté. Et en arrivant, les pompiers m'ont interdit de rentrer dans la maison. J'ai mes animaux qui sont fermés dedans, ils n'ont rien pu faire, je crois. Tout a été détruit. Un détenu retrouvé mort ce mercredi matin à Nutania. Selon nos confrères de TNTV, l'homme de 48 ans condamné pour meurtre a été découvert sans vie dans sa cellule vers 6 heures. Il souffrait de graves problèmes de santé. Aucun élément suspect ne laisse penser à l'intervention d'une tierce personne à ce stade. Une enquête a été ouverte. Nouveau rendez-vous de la CCISM, les journées de l'entrepreneur. 3 jours d'échange à FAA entre chefs d'entreprise. Au programme, partage d'expériences et solutions concrètes, avec notamment Terei-Nui Amblin-et-Lacote, à la tête de 10 entreprises et 40 salariés, Élodie Largenton et Hubert Liao. Pas de journée type pour Terei-Nui Amblin-et-Lacote. Elle jongle entre ses différentes entreprises. Ce matin, elle passe dans l'un de ses magasins d'alimentation, un commerce qu'elle a repris il y a quelques années.
Quand on a racheté, les rayons étaient vides, il n'y avait plus rien, les rideaux étaient baissés, donc il a fallu tout relancer. Et on s'est appuyé sur le personnel qui était déjà en place pour pouvoir relancer. Après, on a pris justement des responsables qui ont pu réorganiser le magasin. Pour limiter les risques, elle fait souvent le choix de s'associer. Le principal défi, c'est le management, confie Thérèse Nouy, qui apprécie de pouvoir se reposer sur un personnel motivé. L'avantage qu'on a avec Thérèse Nouy, c'est que elle nous laisse un peu quand même libre, on est libre de tous nos mouvements, toujours quand même en concertation avec eux, avec les gérants et tout. Donc j'ai pas vraiment cette pression, je suis à l'aise. Dans son bureau, les moyens sont mutualisés. Ses employés ne travaillent pas pour la même entreprise. Se diversifier pour Thérèse Nouy, c'est aussi une assurance en cas de crise et le plaisir de continuer à apprendre. Quand on a compris les mécanismes, en fait, on a envie d'essayer dans un autre secteur. On arrive à mettre en place des activités qui nous plaisent. Aujourd'hui, elle est à la tête de 10 entreprises dans des domaines très variés. Plusieurs élus de la CCISM sont multi-entrepreneurs comme elle, mais ce n'est pas la norme. On retrouve en grande partie 80% d'entreprises individuelles aujourd'hui et les sociétés dites commerciales représentent 20% en fait aujourd'hui des acteurs économiques. Donc ce n'est pas une majorité effectivement les multi-entrepreneurs. Thérèse Nouy se laisse un peu de temps, mais elle pense déjà à un prochain projet à Bora Bora. Portrait d'un Polynésien en réussite. Veimanurei a quitté le Fénois il y a 10 ans pour embrasser une carrière dans l'hôtellerie de luxe. Mission accomplie, il est aujourd'hui encadrant au Cheval Blanc, palace parisien. Entre ambition et attachement à ses racines, il continue de gravir les échelons. Rencontre signée Nicolas Suire et Nordine Besmen. Il arpente les rues de Paris qu'il connaît comme sa poche. Veimanou travaille à l'hôtel Le Cheval Blanc depuis son ouverture il y a 4 ans. En 2 ans, il a rejoint l'encadrement de cette prestigieuse marque française à 5 étoiles. Belle matinée. Belle matinée, Veimanou. Vous allez bien? Ça va et toi? Très bien, et vous-même? Impeccable, tout va bien. Il est en charge du recouvrement, un rôle qui demande beaucoup de tact. Pour répondre à ce rôle de recouvrement, c'est pas forcément j'appelle oui, vous me devez de l'argent. Il faut être très diplomate justement dans le discours que nous portons vis-à-vis des différents sujets qu'on peut avoir avec nos partenaires. Dans cet hôtel récent, très bien situé en plein Paris, il est possible d'observer les monuments les plus visités de la capitale. Cette situation géographique attire de nombreux clients. Auprès de ces derniers, le sens de l'accueil de Veimanou, sa patience et sa bienveillance sont des qualités très appréciées, y compris par ses collaborateurs. On sent effectivement que ses origines polynésiennes ressortent dans son sens aigu de l'accueil, dans cette sociabilité, dans ce qu'il apporte effectivement à tous les ambassadeurs de la maison, sa capacité à être disponible, à être pédagogue, à être bienveillant. Vraiment, c'est les qualités humaines qui ressortent en premier chez Veimanou et qui sont très importantes dans un secteur d'activité comme le nôtre, qui est l'accueil des hôtes également. Denis, très bien, et vous-même? Vous voulez qu'on fasse un point? Oui, on peut faire un point. Le directeur général de l'hôtel le connaît bien, c'est lui qui l'a recruté. Il pense que Veimanou a un potentiel qui pourrait l'amener très loin. On sent tout de suite cette capacité à Veimanou de pouvoir avoir l'attention de tous. Et ça, c'est une qualité, je dirais, pour être un futur dirigeant. Et après, le reste viendra. Maintenant, est-ce que Veimanou sera le directeur général idéal de demain? Évidemment qu'en tout cas, il en a les capacités. Veimanou ne compte pas revenir de sitôt en Polynésie. Sa vie est ici, à Paris. On a la chance d'avoir tous ces monuments parisiens qui sont reconnus dans le monde et de voir tous les jours la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, comme vous pouvez le voir, Notre-Dame. Donc avoir cette vitrine, comme on dit, tous les jours, c'est une grande chance pour moi justement de pouvoir travailler dans ce cadre. Mais un jour, en fin de carrière, il pourrait bien décider de revenir chez lui en Polynésie française après avoir réalisé son rêve, être directeur général d'un hôtel de luxe.
Le diabète est un fléau en Polynésie. Avec 22% d'adultes atteints, le Fénois figure parmi les 10 pays les plus touchés au monde. Près de 50 000 adultes malades et un tiers ne sont pas diagnostiqués. En cause, le surpoids et l'obésité qui touchent plus de la moitié de la population. Les complications sont lourdes, maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, cécité. À 2 jours de la Journée internationale du diabète, nous recevons ce soir Reimenou Nogues, éducatrice spécialisée. Yorana. Yorana tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éducatrice spécialisée et qu'est-ce que c'est une éducation thérapeutique? Alors, l'éducation thérapeutique, en fait, c'est un accompagnement du patient dans la prise en charge de sa maladie chronique. Et cet accompagnement est fait par un bilan, en fait, le bilan du besoin du patient sur ses objectifs personnalisés et c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire. Et ça veut dire quoi faire un bilan? Ça veut dire quelle est son alimentation? Voilà, dans le bilan, on fait un recueil, en fait, avec le patient, on fait un entretien, on fait un recueil de ses problématiques, de ses besoins. Et puis, on pose un diagnostic, en fait. Et par rapport à ce diagnostic, chaque intervenant, la diététicienne, la psychologue, l'infirmière, le toté, tous on travaille tout autour du patient sur son objectif à lui. L'éducation thérapeutique, c'est pas, je dis au patient, tu manges comme ça, tu prends tes médicaments, tu fais de l'activité physique. C'est vraiment l'orienter en fonction de ses capacités. Qu'est-ce qu'il peut faire au niveau d'une alimentation équilibrée? Quelles sont ses capacités pour faire de l'activité physique? Quelles sont ses capacités à prendre des médicaments? Et est-ce que justement la famille, l'entourage est essentiel en fait pour aider le patient? Alors, dans la prise en charge en fait, d'une maladie chronique, on va dire c'est tout son environnement, que ce soit l'entourage, que ce soit la famille, mais le travail, on prend en compte tout l'environnement du patient. Et avec ses problématiques, avec ses émotions, ses sentiments et tout, d'où cette prise en charge et cet accompagnement pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui fait qu'un patient va être atteint de diabète au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'il y a un refuge, parfois des traumatismes qui peuvent aussi emmener à ça? Alors, la maladie du diabète, souvent, on l'associe à une alimentation déséquilibrée, riche en sucre, en gras, à l'obésité, mais souvent, on oublie le mot malade derrière. C'est pas juste l'alimentation, mais c'est une réelle maladie. En fait, cette maladie-là, c'est que le sucre ne fait plus son travail, donc cette source d'énergie. Et du coup, elle est liée à une alimentation à l'obésité. C'est l'un des facteurs de risque, mais on ne peut pas dire en fait que c'est toutes les personnes, parce que des fois, on a des patients qui nous disent « mais attends, mais moi, je mange pas trop de sucre, je suis pas obèse », parce que souvent, on a des patients aussi diabétiques qui sont pas obèses. Donc, avant, oui, on parle d'obésité et tout ça, mais le facteur de risque obésité, c'est pas que dans la maladie du diabète, c'est en général. C'est ce corps qui nous emmène loin dans la vie. Et oui, l'obésité, c'est aussi toutes les maladies chroniques à côté. Et la maladie du diabète, elle, ça peut toucher plusieurs personnes et pas que. Est-ce que c'est difficile de pouvoir manger équilibré en Polynésie? Et quand je dis la Polynésie, c'est-à-dire toute la Polynésie, même dans les archipels éloignés. Alors, manger équilibré, d'où avec nos diététiciennes, c'est les spécialistes sur l'alimentation équilibrée, on parle d'équilibre alimentaire. Et c'est ramener la base en fait de l'alimentation, pas juste manger équilibré parce qu'on est malade, mais c'est manger équilibré pour tous. C'est le premier pilier. On parle de l'alimentation équilibrée. Et oui, manger équilibré dans certains archipels, souvent on dit manger équilibré, c'est manger sainement. Donc c'est acquérir des légumes, des fruits tous les jours. Mais oui, au Tuamotu, avec nos diététiciennes, ils vont travailler de comment avoir des légumes, de comment remplacer. Et avec certains aliments, on peut remplacer des légumes par autre chose, mais c'est se dire réellement que l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire je mange du riz, à quoi sert ce riz pour mon organisme? Je mange du poulet, à quoi sert ce poulet pour mon organisme? Et manger équilibré, c'est pas que manger des produits qui coûtent cher. Justement, alors est-ce que manger équilibré, ça revient cher ou est-ce que c'est possible? Je pense que ça peut être possible. Oui, c'est se dire d'avoir des légumes frais tous les jours, ça revient cher. Mais si dans mon budget, on me dit, voilà, moi je bois du coca 1 litre tous les jours. On va faire la somme du coca 1 litre tous les jours et on va se dire, oui, est-ce que boire du coca, c'est nécessaire pour faire vivre son corps? Peut-être pas.
On ne va pas lui dire non, ne bois pas de coca, mais on va lui dire peut-être pas. Et après, orienter le patient et lui dire peut-être cet argent que tu as pris pour du coca, tu peux l'économiser pour un paquet de potas à 200 francs peut-être. Et d'où cet accompagnement. Et essentiel. C'est ça. Merci beaucoup, Laïma Nonogues, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes donc éducatrice spécialisée dans le diabète et infirmière. C'est ça. Merci beaucoup. La Polynésie accueille le premier forum de la jeunesse francophone Asie-Pacifique. Du 12 au 15 novembre, des jeunes venus de toute la région se réunissent pour échanger autour du tourisme durable. Un événement placé sous le haut patronage du président du pays. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin à Papeete et les précisions du chargé de communication au micro de Jérôme Ly. L'optique aujourd'hui, c'est vraiment de faire un partage des idées, de pouvoir mutualiser au final les expériences de chacun, tout particulièrement dans la région Asie-Pacifique et chez les jeunes, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui est déjà fait. C'est vraiment cette optique de partage qu'on veut mettre en avant aujourd'hui et l'optique est sur le tourisme durable. Bon, le tourisme, au final, c'est aussi un vecteur économique, c'est le vecteur économique et on espère bien faire germir des idées pour que l'entrepreneuriat chez la jeunesse puisse prendre tout le plaisir qu'il faut. D'ici 2100, le niveau de la mer pourrait augmenter de 80 cm. Blanchissement des coraux, érosion des côtes, ce village menacé, les signes sont déjà là. À Moorea comme à Ho, scientifiques et élus tentent de protéger le littoral pour la revégétalisation. Un combat contre la montre raconté dans notre magazine Patitifa ce soir. En voici un extrait. La vague qui est venue, elle était énorme. Elle a déferlé sur ma maison. J'ai jamais vu un phénomène aussi rapide que ça. On parle d'urgence climatique, le mot urgence, il n'est pas exagéré. De voir le récif dans cet état-là, c'est vraiment déprimant. Je pense que la meilleure solution, c'est vraiment planter, replanter. Dixième édition du Salon des Tuamotu Gambier dès demain à Toata. 56 artisans, 11 îles représentées et une explosion de créations, bijoux, décorations, abat-jour. L'artisanat des atolls à l'honneur jusqu'au 23 novembre. Reportage Mélissa Chong et Marcel Bonneau. Ces coquillages typiques des Tuamotu se baignaient encore dans le lagon il y a quelques semaines à peine. Aujourd'hui, ils prennent une nouvelle vie entre les mains de Numaga qui présente pour la première fois ses créations inspirées de son atoll. C'est que le soir que je vais ramasser parce que le soir ils sortent. La journée c'est très difficile parce qu'ils ne sortent pas. Alors la nuit, je ramasse avec l'homme frontal. C'est un savoir-faire qu'il faut perpétuer. Étant donné que la génération, c'est moi. Là, je suis la seule jeune de notre groupe. Et on va dire c'est un souffle pour Takaroa. Un peu plus loin, c'est le vent de Makemo qui souffle sur ce stand. Chaque pièce, façonnée avec soin, témoigne d'un savoir-faire transmis au sein de la famille. La vente de ces bijoux représente une source essentielle de revenus. Ces bracelets viennent de Makemo et je ne suis pas la seule à confectionner les bracelets. Je les confectionne avec mon papa. Mon papa, il fait les bracelets doubles et moi, je fais les simples. On est deux à travailler dessus. Faire perdurer les savoir-faire, c'est aussi vivre avec son temps et adopter de nouvelles techniques. Exemple avec la taille du féo, une roche corallienne qui renferme du phosphate et révèle des nuances beiges, parfois rosées, selon la luminosité. C'est une pierre, on dit une pierre calcite. Et nous avons travaillé cette fois-ci sur un an avec un formateur de Tahiti et qui a été aussi très surpris de travailler avec cette pierre parce qu'elle est assez unique. Quand on a envie de la travailler, elle devient presque comme du marbre. Je voulais vraiment que les jeunes de l'île voient cette pierre, combien elle est précieuse. Le comité artisanal peut arborer fièrement le label fénois original. Ici, chaque création raconte une histoire. La matière première vient de l'île et chaque pièce est façonnée par la main de l'artisan. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mercredi 12 novembre. Marévaleux nous a quittés. La disparition de cette figure emblématique du FIFO laisse un grand vide. Les hommages affluent pour saluer celle qui incarnait la culture polynésienne et océanienne. Restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, la Chambre d'agriculture épinglée par la CTC pour son manque de transparence et de rigueur dans la gestion de ses chantiers communaux.
Tout de suite sur la première, le magazine Patitifa, pour quelques degrés de plus, suivi du documentaire Il est Coco. Prochain point de l'information demain, dès 6h sur notre antenne radio avec Ibrahim Mohamed Aziz. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.